Bonjour tout le monde. Donc, ben voilà, bienvenue sur ce live Instagram de la bibliothèque d'Ixelles. Moi, c'est Judith et je vais vous lire aujourd'hui des nouvelles. Donc, avant de lire ces nouvelles, je vais peut-être présenter ce genre littéraire qui n'est peut-être pas connu de tout le monde. Donc, le principe de la nouvelle, c'est d'écrire une histoire, mais très courte. Ça peut aller de une page jusqu'à un peu moins de 100 pages. Donc l'idée, c'est de lire l'histoire en une session, comme ça, pour les gens qui n'ont pas forcément envie de lire toute une saga sur plusieurs jours. C'est très pratique. C'est aussi pour lire dans les transports en commun. Bon, maintenant, c'est pas très évident pour le moment, mais voilà. Alors, l'auteur que j'ai choisi aujourd'hui, il s'appelle O. Henry. C'est un auteur américain. Donc son vrai nom, c'est William Sydney Porter. Il est né en 1862 en Caroline du Nord et en 1910 à New York. Bonjour Vanessa qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, je les lis au fur et à mesure, hein. Voilà, donc je disais je vais lire des nouvelles. L'auteur c'est O. Henry qui donc a commencé à écrire une chronique humoristique qui s'appelait The Rolling Stone en 1884. Et en 1896, il a été incarcéré pour détournement de fonds. Et ça a dû bien l'inspirer parce qu'en sortant de là, en 1901, il a écrit 381 nouvelles en 9 ans, donc jusqu'à sa mort en 1910. Voilà, donc j'ai choisi le recueil New York Tic Tac sur ma liseuse parce que voilà, comme j'ai pas accès à la bibliothèque et dans mes livres, je n'avais pas de nouvelles qui m'intéressaient, j'ai été sur Feedbooks qui offre des livres gratuitement, des e-books, et j'ai sélectionné donc ce recueil qui s'appelle New York Tic Tac. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Bon, je vais peut-être attendre un petit peu avant de commencer, que les gens aient le temps de se connecter. Je ne sais pas si vous êtes motivé à écouter mes nouvelles. Voilà. Là. Alors, je préviens, si vous entendez des cris d'enfants, ce sont mes voisins qui sont très bruyants, je suis désolée. Je vois que Louise est très motivée à mes côtés, et ça fait plaisir. Donc voilà, je vais vous lire la première nouvelle qui s'appelle Les cadeaux inutiles. Donc, 1,87 $, c'était tout. Là-dedans, il y avait 67 cents en petits sous. Des petits sous amassés un à un, arrachés péniblement, comme réclamés âprement et le rouge au front. Le rouge de la honte qui brûle les joues des pauvres comme lorsque de telles exigences risquent de les faire passer pour des pingres. 3 fois Della recompta. 1,87 $. Et c'était demain Noël. Il n'y avait évidemment plus rien à faire après cela qu'à s'étaler sur le petit lit métallique du ménage et à sangloter. Della n'y manqua pas. Puis selon l'invariable loi des choses humaines, les sanglots se réduisirent à d'humides reniflements, de plus en plus espacés, et ceux-ci enfin cédèrent la place au sourire. Tandis que la maîtresse de maison contribue ainsi à illustrer par un exemple infinitésimal mais intense le principe évolutif de l'univers, jetons un coup d'œil sur son foyer. Un appartement meublé à 8 $ par semaine. L'un de ceux pour lesquels le mot misère n'a pas besoin d'être écrit sur la porte. Dans le vestibule, en bas, il y a une boîte aux lettres, dans laquelle aucune lettre ne peut plus pénétrer depuis longtemps, et un bouton de sonnette électrique dont aucun index humain n'est plus capable de faire jaillir le moindre son. Il y a aussi à côté une carte portant le nom de Mr. James Dillingham Young. À l'époque déjà reculée de la grande prospérité, durant laquelle le titulaire de ce glorieux nom jumelé gagnait des 30 $ par semaine, il faisait ronfler le Dillingham à tous les échos. Mais depuis que le revenu était tombé à 20 $, le premier équipier de ce tandem patronymique s'était tristement effacé, si bien que c'est tout juste si l'on pouvait lire maintenant James D. Young. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Mr. James Dillingham Young rentrait chez lui, dans son appartement,
Il était tout bonnement appelé Jim par Mrs. James Dillingham Young, que nous avons déjà présenté sous le nom de Della. Et Della embrassait tendrement Jim, qui le lui rendait avec impétuosité, ce qui est parfait. Della, ayant tairi ses larmes, se mit à réparer, à petits coups de houppette, les dégâts qu'elle avait causés à son joli visage. Debout près de la fenêtre, elle jetait de temps en temps un coup d'œil distrait sur un vieux chat gris qui cheminait lentement sur la crête d'un vieux mur gris de l'autre côté de la vieille maison grise. C'est demain le 25 décembre, et il ne lui reste qu'1,87 $ pour acheter à Jim un cadeau de Noël. Pendant de longs mois, elle s'est efforcée d'économiser jusqu'au dernier sou et voilà le résultat. On ne va pas loin avec 20 $ par semaine. Les dépenses, comme il arrive presque toujours, ont excédé ses prévisions. 1,87 $ pour acheter un cadeau à Jim. Son Jim. Que de longues heures elle avait amoureusement passé à chercher ce qu'elle pourrait bien lui offrir de joli. Quelque chose de vraiment beau, de rare, de précieux. Quelque chose que l'on put en somme considérer comme presque digne d'honneur d'appartenir à Jim. Sur la cloison, entre les deux fenêtres, se trouvait une petite glace murale, d'une largeur si exactement calculée qu'une personne fort mince et agile pouvait, à la rigueur, en observant son image grâce à une série de contorsions rapides autour d'un axe vertical, obtenir une approximation satisfaisante de son aspect extérieur. Della devait à sa sveltesse, autant qu'à une longue pratique, d'être passée maître en cet exercice. Soudain, elle se détourna de la fenêtre et se regarda intensément dans la glace. Ses yeux luisaient d'un sombre éclat, mais en quelques secondes, les couleurs avaient abandonné son frais visage. Rapidement, elle dénoua sa longue chevelure et la laissa tomber à ses pieds. Faut vous dire qu'il y avait deux biens, pour ainsi dire matrimoniaux, dont les James Dillingham Young n'étaient pas modérément fiers. L'un d'eux était constitué par la montre en or de Jim qui lui venait de son père, et même de son grand-père. Quant à l'autre, c'était la chevelure de Della. Si la reine de Saba elle-même avait habité dans l'appartement en face, de l'autre côté de la cour, Della eut un jour laissé pendre ses cheveux par la fenêtre, sous le prétexte de les sécher, dans le seul but de ternir l'éclat des pierres et des ors de sa majesté. Et si le roi Salomon eût été le concierge de la maison, avec tous ses trésors empilés dans la cave, Jim n'eût point manqué de sortir sa montre chaque fois qu'il fut passé devant la loge, rien que pour voir le vieux Salomon se tirer la barbe de dépit. Donc les beaux cheveux de Della s'écroulèrent autour d'elle, comme une cascade d'eau sombre et luisante. De ses épaules presque jusqu'à ses chevilles, l'enveloppèrent d'un manteau souple et parfumé. Puis d'un geste nerveux et rapide, elle les releva et les renoua. Pendant une minute, immobile, elle hésita, tandis qu'une larme glissait et s'écrasait sur le vieux tapis rouge. Alors brusquement, elle enfila sa vieille jaquette brune, mit son vieux chapeau de feutre. Un instant encore, elle s'arrête devant la glace. Allons, un vif demi-tour fit voltiger ses jupes. Elle ouvre la porte, prend son vol, le long de la rampe jusqu'à la rue, toujours avec cet éclat sombre dans les yeux. L'immeuble devant lequel elle s'arrête porte cette enseigne. Mrs. Sophrony, cheveux et perruques en tout genre. Della escalade un étage et reprend son souffle avant de sonner. Une grosse femme vaste, blême et rébarbative vient ouvrir. Oui, c'est bien elle, Mrs. Sophrony. Malgré le violent contraste que forme son apparence avec le pseudonyme syracusain dont elle s'est affublée. Voulez-vous acheter mes cheveux demande Della. Je suis négociante en tignasse, dit Sophrony. C'est votre chapeau que jette un coup d'œil sous le vôtre. De nouveau, la cascade sombre et luisante se déroule. 20 $, dit Sophrony, après avoir soupesé la marchandise d'une main experte. Donnez vite, fait Della. Pendant les 2 heures qui suivent, Della vogue, sur le char usé de la métaphore, dans un éther extatique, à la recherche du cadeau pour son Jim. Elle explore les magasins de la ville. Elle finit par le trouver. Celui-là, sans aucun doute, a été fabriqué spécialement pour Jim, à l'exclusion de toute autre personne. Elle n'a rien vu de semblable dans aucune des 19 boutiques qu'elle a dans sa course au trésor, bouleversée de fond en comble. C'est une chaîne de montre en platine, sobre et classique, tirant comme il se doit toute sa valeur de sa précieuse substance, plutôt que d'une ciselure outragement ouvragée. Oui, vraiment, elle est digne de la montre. Aussitôt que Della l'aperçoit, elle sent que la chose est faite pour Jim, sobre et précieuse comme lui. 21 $, madame. Elle s'enfuit serrant son trésor et les 87 cents qui lui restent. Avec une pareille chaîne de montre, Jim pourra désormais regarder l'heure en n'importe quelle société. Si superbe que fût la montre, il arrivait parfois à Jim de la consulter en cachette à cause de la vieille courroie de cuir qui servait de chaîne actuellement. Quand Della fut arrivée chez elle, son exaltation céda graduellement la place à la prudence et à la raison.
Elle alluma le gaz, extirpa ses fers à friser et s'attaqua résolument à la tâche urgente qui consistait à réparer les ravages causés par l'amour et la générosité. Une tâche généralement gigantesque, mes amis, oui, une tâche presque toujours surhumaine. En moins de 40 minutes, d'innombrables petites boucles avaient couronné son chef, lui infusant ainsi une ressemblance étonnante avec un petit garçon qui fait l'école buissonnière. Le travail accompli, Della l'inspecta longuement et attentivement dans la glace. « Si Jim, dit-elle, ne me tue pas tout de suite quand il m'aura vue comme ça, il va me dire que j'ai l'air d'une danseuse de music-hall. » Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Qu'est-ce que je pouvais faire avec 1,87 $? 7 heures. Le café est prêt, et la poêle à frire déjà chaude attend ses victimes quotidiennes, en l'occurrence des côtelettes. Il n'est jamais arrivé à Jim d'arriver en retard. La chaîne précieusement enchâssée dans sa petite paume légèrement fiévreuse, Della s'est assise au coin de la table, près de la porte d'entrée. Soudain, elle entend un pas dans l'escalier et pâlit brusquement. Selon sa touchante habitude en maintes cas plus ou moins critiques, elle fait une rapide prière, murmure « Mon Dieu, faites qu'il me trouve encore jolie ». La porte s'ouvre. Jim entre et la referme. Il est mince et grave. Pauvre vieux Jim. 22 ans seulement et déjà chargé de famille. Son pardessus réclame d'urgence un permutant. Quant aux gants, il y a longtemps qu'ils ont été jugés superflus. Jim fait 3 pas, puis s'immobilise, pétrifié comme un chien de chasse au lapin à l'arrêt devant un sanglier. Ses yeux démesurément béants se fixent sur Della. Il exprime un sentiment indéfinissable qui la terrifie. Ce n'est pas de la colère, ni de l'étonnement, ni du reproche, ni de l'horreur, ni rien de ce qu'elle attend. Se contente de la regarder, fixement, de cet air étrange. Della, culbutant sa chaise, se jette dans ses bras. « Jim, mon chéri, s'écrie-t-elle, ne me regarde pas comme ça. J'ai fait couper mes cheveux et je les ai vendus, parce que je n'aurais jamais pu voir arriver Noël sans t'offrir un cadeau. Ils repousseront. Tu ne m'en veux pas, dis ? Je ne pouvais pas faire autrement. Mes cheveux repoussent très très vite. Dis-moi joyeux Noël, Jim, et soyons heureux. Oh, et tu ne sais pas quel superbe cadeau j'ai acheté pour toi. Tu as fait couper tes cheveux ? Demande Jim laborieusement, comme s'il n'avait pas encore réussi à ingurgiter cette nouvelle d'une palpable évidence, malgré des efforts mentaux désespérés. Coupés, oui, dit Della, et je les ai vendus. Est-ce que tu ne m'aimes pas autant comme ça, Jim ? Je suis tout de même ta Della sans mes cheveux, dit mon chéri. Jim jette dans la chambre des regards égarés. Tu dis que tes cheveux sont partis ? Fait-il d'un air presque idiot. Ne perds pas ton temps à les chercher, fait Della. Je te répète que je les ai vendus. C'est demain Noël, Jim. Ne sois pas fâché. C'est pour toi que je les ai sacrifiés. Peut-être, ajoute-t-elle avec un charmant sérieux, peut-être les cheveux de ma tête étaient-ils précieux, mais personne ne pourra jamais dire le prix de mon amour, Jim. Puis-je faire cuire les côtelettes ? Brusquement, Jim semble tiré de son mauvais rêve. Il étreint sa Della. Détendons-nous discrètement durant les quelques secondes nécessaires à ces épanchements, dont aucune monnaie humaine ne peut estimer la valeur. Qu'importe en de tels moments le prix du loyer ? 8 $ par semaine, ou 1 million par an. Pour nous, ce sera la même chose, malgré tout ce que pourront dire les mathématiciens et les railleurs. Il y aura bientôt 2000 ans, les rois mages apportèrent au divin enfant, qui babillait dans la crèche, des présents précieux et peut-être inutiles. Ce sont eux qui ont inventé l'art subtil des cadeaux de Noël. Et comme c'étaient des sages, leurs présents furent sans nul doute inspirés par la sagesse. Peut-être sont-ce des sages aussi, ces de grands enfants qui follement sacrifient. Mais poursuivons. De la poche de son pardessus éliminé, Jim extirpe un paquet qu'il jette sur la table. « J'espère que tu n'as pas douté un instant de moi, Della, dit-il. Il n'y a pas au monde de coupe de cheveux, d'ondulation, même de shampoing qui puisse me faire moins aimer ma Della. Mais si tu veux bien ouvrir ce paquet, tu comprendras pourquoi je me suis montrée un peu désorientée quand je suis rentrée tout à l'heure. » De ses doigts blancs et agiles, Della fébrilement arrache la ficelle, déchire le papier, puis pousse un cri de joie extatique, suivi presque aussitôt, hélas, d'une crise de larmes et de sanglots, qui requiert l'application immédiate de tous les pouvoirs réconfortants du seigneur de la maison. Car là, sous les yeux de Della, se trouve enfin le peigne. Le magnifique peigne qu'elle a si souvent admiré dans une vitrine de Broadway. Le peigne en écaille véritable, brodé de pierreries, qu'elle a si longtemps convoité pour orner sa chevelure. Un peigne qui coûtait cher, elle le savait, si cher qu'elle n'avait jamais osé espérer, malgré son immense désir, le posséder un jour. Et voilà qu'il est devenu son bien, sa chose, au moment même où les belles tresses qu'il devait orner sont tombées sous les ciseaux sophroniens.
Silencieusement, elle le presse contre son cœur. Puis elle réussit à sourire, et levant ses yeux encore pleins de larmes, elle dit doucement « Mes cheveux poussent très très vite, Jim. » Et soudain, Della fait un bond, comme un chat qui s'est brûlé la patte en criant « Oh, oh !» Jim n'a pas encore vu le cadeau qu'elle vient d'acheter pour lui. Vite, elle le lui tend dans sa petite paume ouverte. Le précieux métal semble refléter soudain toute l'ardeur et la joie qui sont en elle. « N'est-ce pas une merveille, Jim ? J'ai fouillé tous les magasins de la ville pour la trouver. Faudra peut-être que tu regardes l'heure 100 fois par jour maintenant. Donne-moi ta montre que je vois l'effet qu'elle va faire avec ça. » Au lieu d'obéir, Jim s'écroule sur le lit, met ses mains sous la tête et sourit. « Della, dit-il d'un ton étrangement calme. Laissons de côté pour le moment nos cadeaux de Noël. Ils sont trop précieux pour que nous puissions nous en servir tout de suite. J'ai vendu la montre afin de pouvoir acheter le peigne. Et maintenant, si tu faisais cuire les côtelettes. Peut-être, disais-je, songe des sages aussi, ces deux grands enfants qui, follement, sacrifièrent l'un à l'autre les plus précieux trésors de leur foyer. Peut-être furent-ils aussi sages que les rois mages, avec leurs précieux cadeaux, inutiles. Voilà, donc c'est la fin de cette première nouvelle. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve que le ton est encore assez moderne pour quelque chose qui a été écrit quand même il y a plus de 100 ans. J'ai même envie de dire il y a 110 ans exactement. Et je sais pas, je trouvais que le petit clin d'œil aux cheveux coupés à rattraper nous rappelle un peu ce confinement et toutes ces personnes qui essayent de se couper les cheveux elles-mêmes. Alors, la deuxième histoire que je vais vous lire s'appelle Le courrier du parc. C'est à nouveau une histoire d'amour. Et à nouveau, j'espère qu'elle vous fera rire. Ce n'était ni la saison, ni l'heure où le parc est généralement surpeuplé, et il est probable que la jeune femme que l'on voyait là, au bord de l'allée, n'avait fait que céder à une impulsion soudaine en s'asseyant sur l'un des bancs, pour se reposer un instant et humer les premiers effluves du printemps prochain. Immobile comme une des statues qui l'entouraient, elle avait un petit air pensif, et sa figure était empreinte d'une certaine mélancolie qui ne devait avoir des causes ni bien profondes ni bien anciennes, car elle n'avait pas encore réussi à altérer les fins contours du visage, ni à dompter la courbe à la fois fière et mutine des lèvres de la jeune fille. Un grand jeune homme entra dans le parc et s'engagea dans l'allée au bord de laquelle s'était assise la promeneuse. Il traînait derrière lui un petit garçon qui portait une valise. Dès que le jeune homme aperçut la belle rêveuse, son visage s'empourpra et blêmit en un clin d'œil. Tout en continuant à s'approcher d'elle, il examina avidement son attitude, tandis que l'espoir et l'angoisse se mêlaient sur son visage. Il passa devant elle, mais rien ne sembla lui indiquer qu'elle avait remarqué sa présence ou même son existence. 50 pas plus loin, il s'arrêta soudain et s'assit sur l'un des bancs. Le jeune porteur posa la valise par terre et dirigea sur son patron des regards à la fois surpris et pénétrants. Le jeune homme tira son mouchoir et s'essuya le front. C'était un beau mouchoir, un beau front et, en somme, un beau jeune homme. Il dit à son portefaix « Tu vas porter un message à cette jeune femme qui est assise sur le banc. Dis-lui que je m'en allais justement à la gare prendre le train pour San Francisco, où je vais me joindre à cette expédition qui part dans quelques jours pour l'Alaska. Oui, des chercheurs d'or et des chasseurs d'élan, tu lui diras. Ajoute que, puisqu'elle m'a défendu de lui parler et de lui écrire, il ne me reste que ce moyen de communication pour adresser un dernier appel à son sentiment de la justice, en souvenir de tout ce qui s'est passé autrefois entre nous. Dis-lui qu'il ne me paraît pas possible, telle que je la connais, qu'elle condamne et méprise ainsi sans lui donner d'explication, ni même l'occasion de se disculper, quelqu'un qui n'a certes pas mérité d'être traité aussi durement. Dis-lui que si j'ai ainsi, dans une certaine mesure, enfreint ses injonctions, c'est avec l'espoir qu'elle se laissera peut-être encore aller à me rendre justice. Va lui dire tout cela. » Le jeune homme confirma sa mission en glissant un demi-dollar dans la main du messager, dont les yeux brillants et malins illuminèrent soudain le visage empreint de crasse et d'intelligence, et qui détala aussitôt. Il s'approcha de la jeune femme avec précaution, mais sans aucun embarras, et souleva très légèrement le bord de la vieille casquette perchée sur le sommet de son crâne. La jeune femme le dévisagea froidement, d'un air parfaitement indifférent. « Mamselle, dit-il, type qu'est là-bas sur l'autre banc et il vous la souhaite belle et joyeuse. Si vous le connaissez pas et si c'est qu'il essaye de faire le gandin avec vous, vous avez qu'un mot à dire et je vous amène un flic dans 3 minutes. Si vous le connaissez que c'est un régulier, je vais vous jeter les fleurs qu'il m'a dit de vous offrir. » La jeune femme se montra un tantinet intéressée. « Des fleurs verbales, dit-elle d'une voix douce et ferme qui semblait teinter ses paroles d'une impalpable et diaphane ironie.
C'est assez original, et si j'ose dire, poétique même. Oui, j'ai connu autrefois le gentleman qui vous a délégué vers moi. Aussi n'est-il pas nécessaire, à mon avis, d'appeler la police. Vous pouvez jeter vos fleurs, mais pas trop bruyamment. Les théâtres d'été ne sont pas encore ouverts et nous pourrions attirer l'attention des promeneurs. Oh, fit le jeune Hermès, avec un haussement d'épaules qui le tortilla de la tête aux talons. Vous êtes sûrement à la page, mamselle. C'est pas des fleurs, c'est que du boniment. Il a dit comme ça qu'il avait fourré ses liquettes et ses ribus dans cette valise pour se débiner à Frisco, et puis ensuite qu'il va trimer dans la neige au Klondike. Il dit que vous y avez défendu de vous envoyer des babilles et de se promener devant la porte du jardin, alors c'est moi qui sers de combine pour vous faire entraver le truc-muche. Il dit que vous l'aviez disqualifié comme un propre à rien et que vous y avez seulement pas permis de faire une réclamation. Il dit que vous l'aviez escagassé et qu'il sait seulement pas pourquoi. L'intérêt fugitif qui s'était éveillé dans les yeux de la jeune femme ne semblait pas vouloir s'éteindre, au contraire. Peut-être était-il dû à la manière originale et audacieuse dont le futur pionnier des glaces avait réussi à tourner les sévères barricades qu'elle avait dressées entre elle et lui. Le regard fixé sur une statue voisine dont les grâces froidement attristées ornaient le parc déplumé, elle répondit au messager. « Allez dire à ce monsieur que je ne devrais pas avoir besoin de lui confirmer une fois de plus ce que j'attends avant tout d'un gentleman. Il le sait déjà, et mon sentiment là-dessus n'a pas changé. Ce qui le concerne particulièrement, dites-lui que j'attache tout d'abord le plus grand prix à la franchise et à la loyauté la plus absolue. Dites-lui que j'ai étudié mon propre cœur autant qu'il est possible de le faire, et que je connais ses faiblesses aussi bien que ses désirs. C'est pourquoi je me refuse à écouter ses complaintes, et si émouvantes qu'elles puissent être. Je ne l'ai pas condamné sur des on-dit, et il est inutile de lui exposer une accusation qui est étayée sur des charges irréfutables. Mais puisqu'il insiste pour s'entendre répéter ce qu'il ne sait déjà que trop bien, vous pouvez lui communiquer le réquisitoire. Dites-lui que ce soir-là, je suis entrée dans le jardin d'hiver par la porte du fond, afin de cueillir une rose pour ma mère. Dites-lui que je l'ai aperçue près de Miss Ashburton, derrière le laurier rose. Cela faisait un très joli tableau. Mais la pose et la juxtaposition étaient trop éloquentes et même criardes pour avoir besoin de commentaires. Je délaissai le jardin d'hiver, et en même temps la rose et mes illusions. Vous pouvez aller jeter ces fleurs à votre impresario. Il y a un mot qui me chatouille, mademoiselle. Qu'est-ce que ça veut dire? Juxtaposition? C'est la même chose que proximité, c'est-à-dire, si vous voulez, le fait d'être un peu trop rapproché ou contigu pour que l'on puisse conserver ses illusions. Le gravier vola sous les pieds du messager. En un clin d'œil, il fut près de l'autre banc, et le jeune homme l'interrogea d'un regard vorace. Les yeux du juvénile truchement brillaient d'un vif éclat professionnel. Cette dame, elle dit comme ça qu'il faut pas essayer de la lui faire à l'oseille et qu'elle est pas bonne pour se laisser jeter du gringue au flanc. Elle dit qu'elle vous a poissé l'autre soir en train de ploter une autre poule dans la serre. Ouais, elle était rentrée par l'escalier de service pour cueillir un bouquet de pâquerettes et elle vous a vu tripatouiller l'autre volaille comme si c'était du mastic. Elle dit que ça faisait chouette dans le décor, mais que ça y a donné envie de dégobiller. Puis elle dit que vous avez qu'à vous trisser en vitesse pour pas rater le dur. Le jeune homme siffla doucement d'un air méditatif, et ses yeux semblèrent refléter l'éclat d'une soudaine révélation. Précipitamment, il tira de sa poche une poignée de lettres, en choisit une, et la tendit au messager, en même temps qu'une pièce d'$1 qu'il avait extirpée de son gilet au moyen de l'autre main. « Va porter cette lettre à la jeune fille, dit-il, et dis-lui de la lire. Dis-lui que cela suffira certainement à éclaircir la question. Dis-lui aussi que si elle n'avait pas omis de saupoudrer d'une pincée de confiance le plat de ses illusions, elle m'aurait évité une pénible indigestion cardiaque. Dis-lui que la franchise et la loyauté qu'elle prétend estimer si fortes n'ont jamais de cessé de flotter à la proue de mon navire. Dis-lui que j'attends une réponse. » Le messager déploie ses ailes aussitôt. « Le type là-bas, il vous fait dire que vous avez eu tort de le fiche à pied sans le motif. Il dit qu'il n'y a rien du faucheton et que vous avez qu'à lire cette lettre et que vous verrez que c'est un type régulier pour sûr. » Après un moment d'hésitation, la jeune femme ouvrit la lettre et lut ceci. « Cher docteur Arnold, je tiens à vous remercier chaleureusement pour le dévouement et la présence d'esprit que vous avez fait preuve vendredi soir, lorsque ma fille s'affaissa soudain dans le jardin d'hiver de Mrs. Waldron à la suite d'une syncope provoquée par les troubles cardiaques dont elle est régulièrement la victime. Si vous ne fussiez pas trouvé là pour la saisir et la soigner comme vous l'avez fait au moment où elle tomba, nous eussions pu la perdre. Je serais très heureux si vous vouliez bien l'ausculter et venir vous charger de la soigner désormais. Veuillez agréer l'expression de toute ma gratitude, Monsieur Ashburton. » La jeune fille replia la lettre et la rendit au messager. « Monsieur y demande une réponse, dit celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut y dire »
Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent d'un éclat soudain radieux et humide. « Va dire à ce gentle... » se ravisa brusquement et reprit avec un malicieux sourire. « Va dire au type qu'est là-bas que ça colle et qu'il peut venir chercher sa volaille. » Voilà, c'était la deuxième histoire, donc le courrier du parc. J'espère qu'elle vous a plu, autant que la première, si pas plus. Des deux, c'est quand même ma préférée. Voilà, pour ceux qui nous auront rejoints en cours de route, c'était des nouvelles de l'auteur O. Henry. Je vais mettre les références plus tard sur l'Instagram de la bibliothèque et sur la page Facebook. Si vous voulez voir la vidéo en entier, on va aussi la proposer sur la page Vimeo et donc on la joindra aussi sur la page Facebook de la bibliothèque d'Ixelles. Voilà, donc si ça vous a plu de lire d'écouter ces nouvelles que je vous ai lues, dites-le moi. Peut-être que je pourrais vous en lire d'autres pendant la suite de ce confinement. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Merci de l'avoir passé avec moi et prenez soin de vous. Au revoir.